4000 watts de module, 105 kWh de stockage. Bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, c'est autonomie. Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour pouvoir vous présenter cette nouvelle installation autonome dans le centre de la France. Et cette fois, je vais pouvoir vous montrer la totalité des aspects de l'installation. Je précise que j'ai réalisé ce chantier avec les clients Michel et Agnès, que je tiens à féliciter publiquement pour la qualité de leur travail de préparation, notamment sur le local technique et sur la dalle de support des modules, et pour m'avoir supporté pendant une semaine. Il y a longtemps, mon oncle Jacques me disait un projet c'est 70% de réflexion et 30% d'action. Je pense que dans la partie 30% d'action, il y a 70% de préparatifs et 30% de mise en œuvre. Voilà ce que Michel et son épouse ont préparé avant mon arrivée pour que le chantier se passe dans les meilleures conditions possibles. Ils ont préparé la tranchée, passé les fourreaux, passé le câble entre la maison et le local technique, mis la câblette de terre entre les bâtiments pour qu'il y ait une meilleure prise de terre et qu'elle relie l'ensemble. Ils ont fait tomber l'entièreté de ce pignon et ils l'ont entièrement reconstruit de manière à avoir un local technique qui soit bien clean. Ils se sont également occupés du terrassement et de la création de la dalle support des modules photovoltaïques. Dans le local, ils ont créé des doublages, refait un plafond, installé les éclairages. Et tous ces préparatifs qui ont pris des semaines avant ont permis de faire l'installation dans de bonnes conditions en moins d'une semaine. Mais reprenons. La particularité de l'installation en site isolé, c'est souvent que c'est isolé. Et que c'est généralement loin des routes principales où viennent les gros camions de livraison. Ici, on est à peu près à 1400 mètres de la route principale et l'accès se fait avec un véhicule standard. Néanmoins, la piste est quand même assez glissante en cette période. Si vous ne pouvez pas accéder avec un camion de livraison, il ne faut pas hésiter à demander une livraison sur la base logistique et puis utiliser un véhicule plus petit ou mieux adapté au terrain sur lequel vous allez devoir arriver. Sur ce chantier, la livraison a été facilitée par le fait qu'il y avait une ferme familiale où le matériel a pu être livré facilement par les transporteurs. Ensuite, c'est Michel qui a ramené les batteries avec son tracteur. Pour les modules, on les a emmenés avec mon camion. C'était plus simple et c'était plus rassurant compte tenu que la palette était verticale. Et ensuite, tout le reste du petit matériel, onduleur, régulation, Michel l'a ramené avec sa voiture. La partie la plus compliquée à transporter, c'est souvent les batteries parce que c'est très lourd. Les modules, c'est volumineux, mais ça se transporte assez facilement. Pour les batteries, la solution que j'ai optée avec mon camion, c'est d'utiliser un treuil électrique qui est à l'intérieur. Je mets les palettes sur le transpalette et je le treuille à l'intérieur du camion directement. L'autre solution, si vous n'avez pas de treuil électrique, c'est éventuellement d'utiliser un palan à chaîne. Alors c'est ce qu'on avait fait pour le refuge de Saint-Guilhem. Alors ça se fait, mais c'est très lent et c'est très bruyant. Une autre fois, j'avais tenté avec un palan à cordes, un petit peu ancien. J'étais tout seul, j'ai pas réussi, ça a vraiment été une galère. Ma solution, si vous ne pouvez pas faire venir les camions directement de livraison sur le site ou avec des engins, que vous avez un camion assez grand et qui supporte ces charges, vous installez un treuil électrique et ça permet également de livrer toutes sortes de choses ensuite à d'autres occasions. Pour la structure, donc c'est une structure qui est fabriquée directement par un fabricant dont c'est le métier. En gros, on a des nervures, alors un nombre et une structure selon la charge qui a été calculée pour le nombre de modules, la surface et le lieu. Particularité de celle-ci, j'ai demandé à ce que ce soit rehaussé à l'avant. L'idée, c'est de pouvoir mieux protéger les modules simplement pour l'entretien quand le monsieur va tondre la pelouse. Et moins risqué d'avoir un caillou qui aille dans les modules. Au niveau de l'assemblage, donc c'est aluminium. Ici, pour des raisons pratiques, le fabricant a utilisé pratiquement qu'un seul modèle de cornière. Il y a certaines parties des trous qui ne servent pas, mais parce que c'est du standard en fait. Il y a 9 travées pour 6,20 m. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. J'en aurais mis que 7, mais bon, c'est la charge du fabricant. Enfin, c'est le calcul du fabricant.
Quelqu'un m'a demandé d'ailleurs pourquoi je ne les faisais pas moi-même, justement parce que moi je ne suis pas fabricant de structure en termes de responsabilité, en termes de qualité des calculs. C'est un petit peu chacun son métier. Je ne suis que l'installateur pour le montage des structures. Petit défaut pratique sur ce genre de structure, c'est que ce sont des éléments entiers. C'est au niveau du réglage. Alors ici on a mis des cales en aluminium. On peut en mettre en plastique éventuellement, mais surtout pas en bois évidemment. Ça c'est un petit regret que j'ai sur ce genre de montage, c'est qu'on n'a pas un système de réglage, parce que même si la dalle est quand même vraiment bien faite, il y a quand même des petites imperfections liées au béton, au fait que ça peut bouger au moment du séchage. Alors, avoir un réglage serait quand même plus sympa. Ça ne se voit pas une fois que les modules sont en place, mais le fait qu'il y ait des petites imperfections, ça modifie la linéarité des rails de support des modules. Une fois que c'est en place, on ne voit pas le fait que derrière les rails ne sont pas parfaitement droits, mais c'est vrai qu'au niveau du montage, ça serait quand même facilitant. Pour le montage des modules, donc l'astuce, une fois que la structure est en place et que les rails sont en place, c'est de se préparer des gabarits de pose qu'on va venir fixer sur le rail. Alors ça peut se faire éventuellement avec des règles de maçon en aluminium, tout simplement. Vous venez poser votre module dessus et ensuite vous venez le fixer. Parce que ça, c'est un gros défaut de ces structures, quelle que soit la marque. Pour le photovoltaïque, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien pour les poser. Pour les panneaux solaires thermiques, vous avez des petites cales. Vous venez poser votre module, il est posé, ensuite vous venez le fixer. Pour le photovoltaïque, ce n'est pas le cas. Donc ici, on a fait des cales en bois, des petits gabarits. On s'est aidé de grandes règles en alu. Comme ça, ça permettait de poser les modules et d'avoir le temps de les fixer. Et une fois que ça s'était fait, donc on a commencé par les modules du haut, tout simplement pour avoir la place et l'accès pour positionner les premiers modules. Et ensuite, avec des cales, comme on était sûr que les premiers modules étaient parfaitement droits, on est simplement venu poser les modules du bas en les tenant suffisamment bien et on les serre sur la structure et ça se fait très facilement. Pour le câblage des modules, ici j'ai opté pour une solution à 3 strings de 4 modules, histoire d'avoir une meilleure montée en tension pour la charge. On verra ça plus tard dans le local technique. Les câblages des modules doivent tous suivre un chemin le plus droit possible, pour évidemment être le plus court possible, mais c'est aussi une chose très importante, éviter de créer des boucles. C'est-à-dire qu'ici, il n'aurait pas fallu brancher les modules de manière à créer 3 boucles. C'est un élément de sécurité l'idée c'est d'avoir croisé le flux d'électrons de manière à limiter cet effet de boucle électromagnétique qui pourrait théoriquement attirer un peu plus la foudre. Donc tous les câbles sont attachés avec des colliers Colson. Sur l'installation des modules, une chose importante à gérer, c'est la prise de terre. En tout cas, c'est la connexion à la prise de terre. Donc dans le cas des installations sur structure comme ça, la solution c'est d'utiliser ces petites griffes et on relie tous les modules de manière individuelle à un câble de terre qui viendra se réunir. Alors moi par habitude je réunis tout au même endroit. Alors c'est vrai que ça fait des câbles de terre plus longs. S'il y avait un défaut électrique, il est au plus près du départ vers la prise de terre. Sinon vous pouvez tout à fait brancher les petites prises à la structure et c'est la structure qui sert de conducteur de terre. Personnellement j'ai moins cette solution mais c'est possible. Par contre ce qu'il ne faut pas faire, c'est brancher un module à l'autre et de ce module au suivant, le cadre des modules ne doit pas servir de conducteur de terre. C'est vraiment, vous pouvez les brancher individuellement à la structure. Il y a plusieurs solutions de branchement, mais chaque module doit être individuellement connecté à la terre d'une manière ou d'une autre. Et chaque module ne doit pas servir de conducteur de terre pour les autres. On se retrouve dans le local batterie. Alors ici c'est un local qui est dédié aux batteries. La cloison a été déplacée de manière à rapetisser cet endroit et augmenter le local énergie. Donc pour l'instant tout n'est pas fermé, le local n'est pas terminé. Ici il y aura une grille d'aération. Quand il y aura la porte, elle aura aussi une aération en bas de porte de manière à créer un courant d'air. Quand les batteries sont en charge, il y a quand même une émanation de gaz qu'il faut absolument évacuer. Quand vous n'avez pas la place, c'est-à-dire que si vous êtes obligé de tout mettre dans un seul local, vous pouvez le faire, mais vos batteries doivent être dans un container étanche avec un système de dépression. Alors le mieux au niveau énergie, c'est un système par ventilation naturelle, mais des fois c'est compliqué de le faire.
par rapport au vent dominant ça ne marchera pas, auquel cas il faudra mettre un ventilateur sur la sortie, et là il faudra un ventilateur anti-déflagrant qui a un certain prix. Donc vraiment idéalement, si vous devez mettre vos batteries, essayez de le mettre dans un local dédié ou dans un local qui soit vraiment très grand, de manière à avoir suffisamment de ventilation naturelle pour qu'il n'y ait pas d'accumulation d'hydrogène qui se fasse localement en complément des appareils qui sont de l'autre côté. Comme on est sur de la batterie à électrolyte liquide, il y a des bacs de rétention qui sont en polyéthylène ou polypropylène. L'idée c'est de pouvoir récupérer la capacité d'une batterie si elle venait à casser à cause d'un accident, un outil théoriquement qui n'y a pas lieu d'arriver, mais une fois il y a très longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé la photo d'une batterie cassée sur une installation. Bon, c'était plus petit que ça. Bon, je ne sais pas ce qui s'était passé exactement, mais c'est un accident qui peut arriver. Au niveau du supportage, donc chantier de batterie, ils sont avec une peinture isolante assez épaisse. Moi, je préfère utiliser la solution en escalier. Ça existe avec les batteries entièrement à plat, mais cette solution permet de voir simplement le niveau d'eau d'électrolyte pour faire l'appoint une fois par an quand il y a besoin. Quand les batteries sont livrées, elles sont livrées avec des bouchons de voyage. Et ici, on a des petits bouchons qui sont faits pour évacuer de manière douce les éventuelles surpressions. Ici, c'est un chantier qui a été fourni par le fabricant, sur mesure par rapport au... Ça m'est arrivé sur une installation récemment de faire moi-même le chantier de batterie, le système d'escalier en bois, raboté parce que j'avais pas du tout la hauteur, le plafond était très bas et par rapport au chantier de supportage standard qui était fourni, ça ne passait pas. Mais pour quand même conserver cette solution de différence de niveau, j'ai fabriqué un système en bois que j'ai mis dans les bacs de rétention. Ça par contre c'est la même chose. Pour la mise en place des batteries, on l'a fait à deux, 115 kg pièce ça se fait, il faut juste prendre son temps. Pour chaque batterie, je ne sais plus souvenir, je crois qu'on a mis 4 ou 5 heures pour déplacer les 48 batteries. Voilà, l'idée c'est de le faire calmement, 115 kg on le fait à deux. À titre d'exemple, pour les batteries qu'on avait installées au refuge de Saint-Guilhem, les batteries faisaient 215 kg, donc là il y avait 4 personnes, toujours le même diable. Bien sangler la batterie systématiquement sur le diable, vraiment se donner un accès et pas hésiter à prendre son temps. Maintenant, depuis quelques temps, j'utilise des ventouses pour supporter les batteries, en tout cas pour les soulever de manière tranquille, sans faire d'effort. Il faut juste y aller calmement et ça se fait. La connexion des batteries. Donc là, les connexions sont fournies par le fabricant. J'aime bien la solution avec les câbles plutôt qu'avec les barres d'autres marques. L'idée c'est qu'on a quand même plus de souplesse par rapport au positionnement des batteries. C'est un détail, hein, mais voilà, c'est quand même plus de confort. Chose très importante sur la connexion des batteries, c'est vous positionner éventuellement avec une clé à cliquer ou même une visseuse pour avancer parce qu'il y a quand même beaucoup de vis. Par contre, le serrage, vous le finissez à la main, éventuellement avec une clé dynamométrique, mais en tout cas vous le finissez à la main. Je vous dis ça parce qu'une fois j'ai eu une panne sur une installation neuve, je mets tout en place, tout ça, et au moment de la mise en marche, pas de mise en marche, batterie déchargée alors qu'elles étaient chargées. 95% des connexions étaient correctement faites, mais sur quelques connexions, la vis ne s'était pas enfoncée correctement à fond. Et ça crée une petite résistance électrique. Et cette résistance électrique, donc on voyait quand même le 48 volts arriver au niveau de la tension. Par contre, dès qu'on tirait un peu de puissance, la résistance faisait chuter la tension et me mettait le système en rideau. Donc une fois que tout est vissé, prenez bien le temps de serrer toutes les connexions à la main. Pour le local technique, donc comme d'habitude, des goulottes, les fils sont à l'intérieur, pas besoin que je vous montre. Comme d'habitude sur ma démarche par rapport aux utilisateurs, donc je sépare bien courant continu, courant alternatif. Une chose importante quand on fait l'installation dans sa globalité, c'est de commencer par installer le tableau courant continu parce que c'est sur lui que vont venir se brancher les batteries et les modules. Donc ça peut être fait à peu près en même temps. Par contre, au niveau de la connexion, c'est important que ce tableau soit fait, que les
fils soient intégrés, enfin soient branchés dans les différentes fusibles ou sectionnements, de manière à ce qu'au moment où vous allez brancher les modules ou les batteries, il n'y ait pas de risque de courant ou de court-circuit avec des fils qui se touchent, tout est déjà prêt. Pour le tableau courant continu, ici j'ai utilisé un système à fusible qui était fourni dans un boîtier de jonction directement par ERM. L'intérêt de cette solution, c'est que en fait, j'ai monté 3 strings dans le cas de cette installation. Donc chaque string de 4 modules a son fusible. J'en avais un quatrième parce que le boîtier de jonction est prévu pour 4 strings. Ce que j'ai fait, je l'ai retiré, le fusible, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son fonctionnement. J'ai gardé le fusible ici. L'avantage, c'est que ça nous en fait un de secours. Ensuite, pour toute installation, même si ce n'est pas obligatoire partout au sens électrique du terme, même si c'est obligatoire dans les installations de renvoi réseau, ce n'est pas forcément obligatoire dans les installations autonomes, mais ici il y a systématiquement un parafoudre et je conseille vivement de toujours mettre des parafoudres. Ensuite, bon, la coupure courant continu des strings qui, elle, va venir alimenter le régulateur de charge. Pour la protection et le sectionnement du régulateur de charge solaire, donc je mets des gros fusibles à cartouches. Je vous avais déjà montré, je pense, ces fusibles dans la vidéo mes fournisseurs. Ceux-là, ce sont des 100 ampères. L'idée des fusibles, c'est à la fois une protection électrique, mais c'est aussi le sectionnement, puisque au moment où on fait la connexion, il y a quand même un appel de courant et ça fait une étincelle, autant qu'elle soit ici de manière vraiment directe. Pareil, parafoudre courant continu, donc ça c'est ceux que j'utilise habituellement. Je mets toujours un parafoudre qui est connecté côté batterie, donc ça protège à la fois le régulateur et l'onduleur qu'on verra après. En ce qui concerne le régulateur de charge, ici j'ai opté pour une solution à un seul régulateur, mais avec une tension plus importante. L'idée c'est de pouvoir s'adapter à une éventuelle nébulosité plus importante parce qu'on est dans le centre de la France par rapport au sud. Du coup, en montant plus vite en tension, on va récupérer un gain de production sur l'année. D'autres solutions que je fais de temps en temps et que vous verrez dans d'autres vidéos, c'est d'avoir 2 régulateurs. Donc l'option un seul régulateur, dans ce cas, permet de produire plus sur l'année. L'option 2 régulateurs, avec des tensions inférieures, permet de sécuriser le système. C'est-à-dire que si le régulateur flanche, ce qui arrive, c'est rare, mais ça peut arriver, on en a toujours un de secours. Mais on a une production qui est légèrement inférieure sur l'année. Ici, je suis parti du principe que j'étais dans le centre de la France, que les hivers étaient peut-être plus nuageux ou plus couverts, même s'il y a toujours une production d'énergie quand même. Du coup, j'ai préféré opter pour la solution plus de production. Une chose très importante, c'est le choix de la section des câbles qu'il faut utiliser. Et sur le régulateur solaire, c'est assez particulier parce que souvent on voit 85 ampères, 250 volts, donc on calcule la section a priori avec ça. En fait, c'est pas ce calcul qu'il faut faire. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une section de câble en entrée qui est nettement inférieure au câble de sortie. Ici, j'ai du 6 carrés en entrée, j'ai du 35 carrés en sortie. Pour le calcul, en fait, la section de câble se calcule toujours en fonction de la tension. Et ici, on doit prendre en compte la tension la plus faible qui va être utilisée, à savoir le côté batterie. Donc pour l'entrée, on peut rester en 6 carrés, quasiment quelle que soit l'installation, puisqu'on peut monter jusqu'à 250 volts. Bon, ici, on est sur une installation à 180 volts à peu près. Le câble est fait pour ça. Par contre, en sortie, je suis en 48 volts. Donc j'ai des câbles qui sont en 35 mm². C'est vraiment très important. Si on était sur une installation en 24 volts, il faudrait au moins des câbles en 70 mm², mais là ça ne passe pas. Honnêtement, ça s'arrête à 35 mm². Donc quand vous êtes sur des fortes puissances, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, en dessous de 300 watts de module, vous pouvez rester sur une installation de 12 volts. Entre 300 et 1000 watts de module, il vaut mieux passer en 24 volts. Et à partir de 1000 watts de module, il faudra passer en 48 volts. Parce que sinon, on se retrouve avec des sections de câbles qui sont énormes. Pour ce qui concerne la protection électrique du convertisseur côté courant continu, dans le cas de cette installation, j'utilise des fusibles à couteau parce que j'ai besoin d'intensités qui sont assez importantes. Alors ici, j'ai mis des 200 ampères.
Si on est sur des onduleurs plus petits, c'est-à-dire jusqu'à 3500 voltampères, en général j'utilise des fusibles à cartouche en 125 ampères, c'est suffisant. Ce genre de fusible se manipule avec ce genre de poignée, on engage dans les picots là, et on peut retirer et mettre les fusibles en toute sécurité. Pour la connexion courant continu, j'ai rassemblé les câbles, batterie et régulateur photovoltaïque sous les fusibles. Ça me permettait d'utiliser le 70 mm² qui va aux batteries, donc du coup de diminuer un petit peu la longueur des câbles côté charge. Dessus, j'ai également mis l'alimentation du moniteur batterie et le convertisseur, lui, est branché à la sortie des fusibles de manière autonome. Pour le convertisseur chargeur, ici j'ai opté sur un 5000 watts. L'idée c'est de correspondre aux besoins de la maison. En termes de pointe sur l'utilisation, il n'y aura pas forcément besoin des 5000 watts, mais l'idée c'est de pouvoir se passer le plus possible du groupe électrogène dans les périodes où il n'y a pas besoin. Juste pour, par exemple, ici c'est quelqu'un qui fera du bricolage, qui continuera à rénover sa maison pendant un certain temps. L'idée c'est de ne pas avoir besoin d'allumer le groupe électrogène au moindre outil qu'on a envie d'utiliser. On est sur une maison qui va être moderne avec tout le confort électrique moderne, même s'il n'y aura pas une plaque à induction pour autant. Mais l'idée c'est de ne pas avoir de limitation dans la pratique. Donc 5000 volts ampères, 4000 watts, ça correspond à peu près à une maison connectée au réseau avec tout le confort électrique moderne. L'alimentation des câbles ici c'est en 70 carrés. Moi j'utilise une seule cosse, on pourrait en mettre deux si on avait des sections de câbles plus petites. Par habitude j'en mets qu'un seul. Sortie AC, entrée AC pour le groupe électrogène qui est dans un autre petit local à côté. Le câble RJ45 maintenant je le laisse systématiquement dessus, j'en achète un exprès, ça permet d'être plus efficace. Là pendant les 2 prochaines années la maison va être en rénovation, il va peut-être y avoir des adaptations à faire. Le groupe électrogène pour l'instant c'est un groupe provisoire, c'est un groupe de chantier, donc j'ai fait le réglage pour ce groupe, pour le chargeur. Le jour où les gens auront leur véritable groupe électrogène, je reviendrai. Donc l'idée c'est de ne pas avoir à réouvrir le tableau, avoir accès au courant alternatif, courant continu qui est derrière. C'est en toute sécurité, on arrive, on pose son ordinateur, on branche, on peut intervenir et faire le suivi de l'appareil. Pour le tableau de départ AC, c'est-à-dire courant alternatif vers la maison. Donc ici, on est dans un local qui est dédié à la production d'énergie. On n'est pas dans le garage ou à proximité immédiate du tableau de répartition de la maison. Donc j'ai fait le départ ici avec un tableau AC spécifique au local. Donc le disjoncteur 500 mA sélectif avec possibilité quand on le coupe de le cadenasser pour la sécurité. Le compteur électrique qui est très important d'installer. Alors c'est important pour à la fois l'utilisateur et à la fois l'installateur si ce sont deux personnes différentes. Je fais une petite précision, c'est parce qu'en fait pour l'utilisateur ça permet de valider la consommation réelle pour voir si ça colle par rapport à ce qui a été prévu. Et du coup par exemple si on se rend compte que par rapport aux habitudes on consomme mettons 30% de moins que ce qu'on avait estimé au départ, on sait qu'on a une petite marge de manœuvre pour se donner un peu plus de confort électrique. A l'inverse, si on s'aperçoit qu'on consomme plus que la prévision, en été c'est prévu d'avoir une marge, mais par contre on se rend compte que pour l'hiver il faudra gérer de manière un peu plus fine ou prévoir d'utiliser plus le groupe électrogène. Et pour l'installateur c'est une sécurité on va dire commercialo-technique. Avant, j'installais pas de compteur sur les installations et ça s'est arrivé à 2 ou 3 reprises que les gens me disent « Ah, je comprends pas, ça ne fonctionne pas. » Voilà, il y a un truc qui va pas. Et sur la 3e installation où c'est arrivé, j'ai fini par installer un compteur et au final, les gens consommaient 4 fois plus que la prévision. Donc là, j'ai dit voilà quoi. Car moi, si j'ai prévu pour 3 kWh par jour, il ne faut pas en consommer 12. Ça m'a permis à moi, en tant qu'artisan, de dire ok, l'installation elle ne fonctionne pas, mais parce que vous consommez 4 fois plus que prévu. Là aussi, le dimensionnement, je sais que je rabâche, mais c'est important de bien dimensionner et de ne pas se limiter. Alors, je ne dis pas qu'il faut en rajouter, mais
bien noter ce qu'on pense que l'on va utiliser, se prévoir une petite marge de manœuvre parce qu'on voudra éventuellement plus de confort ou parce que si on a des enfants jeunes, ils vont grandir, ils vont consommer plus. Donc c'est important de bien prévoir ça et de faire son installation en conséquence. Quand je dis faire son installation en conséquence, ça ne veut pas dire rajouter des quantités pas possibles, mais peut-être adapter sa consommation d'un côté et avoir un groupe électrogène de meilleure qualité parce qu'il tournera plus souvent, parce qu'on ne peut pas mettre une certaine quantité de modules ou une certaine quantité de batteries. Je me refocus sur le tableau AC. Pour en revenir au tableau AC, ici j'ai fait une particularité. Quand on met en service le groupe électrogène, c'est lui qui va alimenter la maison, c'est aussi lui qui va la protéger au niveau protection électrique. Ici, j'ai fait une démarche que j'estime plus sécuritaire pour les utilisateurs dans le sens où le groupe électrogène et le convertisseur sont sur l'inverseur de source. L'inverseur de source alimente la coupure générale. Ce qui fait qu'en cas de problème, que les gens soient branchés sur l'onduleur ou branchés sur le groupe électrogène à ce moment-là, ils déclenchent leur disjoncteur, ça coupe tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se dire « Ah, je suis sur le groupe électrogène, il faut que je coupe le disjoncteur du groupe électrogène. » Là, il n'y a pas à réfléchir, on coupe ça, ça coupe tout, que ce soit le groupe ou le convertisseur. Et j'ai estimé que c'était une notion de sécurité par rapport aux utilisateurs, même si électriquement, normalement, on ne fait pas comme ça. Au niveau de l'arrivée groupe électrogène, donc j'ai deux disjoncteurs qui sont branchés en parallèle. L'un d'eux alimente le côté courant AC, entrée AC pour faire la pointe au niveau du chargeur, l'autre alimente l'inverseur de source. En temps normal, l'installation est sur un convertisseur et quand le client aura besoin d'utiliser son groupe électrogène, il suffira de le brancher, ça fera automatiquement la liaison. Si par contre l'installation de l'onduleur tombait en panne, où on a besoin d'y intervenir, où on souhaite utiliser son groupe électrogène de manière directe pour quelque raison que ce soit, on passe l'installation sur GE direct. Et là, c'est le groupe électrogène qui va alimenter l'entièreté de l'installation de manière directe sans passer par le convertisseur. Ici, parafoot courant alternatif pour aller vers la maison. Et il y en a un autre de l'autre côté, on le verra tout à l'heure. Ici, j'ai fait une sortie assez spécifique aux locaux techniques pour l'éclairage, une prise maintenance, donc un disjoncteur différentiel spécifique et qui a la particularité, lui par contre, de ne pas être derrière ce disjoncteur. Ce qui fait qu'on peut couper l'entièreté de la maison et conserver l'usage de l'électricité au niveau des locaux techniques. L'idée c'est que on peut réaliser des travaux sur l'installation électrique parce que là il y a encore une bonne année voire 2 années de travaux dans la maison. S'ils ont besoin d'intervenir, ils coupent le courant, il n'y a pas de jus nulle part sauf sur ce point. Ici on est sur une installation pour des particuliers qui ne sont pas des techniciens et malgré tout il faut quand même gérer la sécurité. Donc la signalétique de base c'est bien sûr les panneaux danger électrique, j'en ai aussi mis un sur la porte du local parce que ici c'est très important hein, entre la sortie AC, l'inverseur de source et le disjoncteur, il n'y a pas de protection des personnes, il n'y a même pas de protection de puissance, c'est-à-dire que là c'est une zone qui est strictement réservée à des techniciens. Technicien ne veut pas dire une personne dont c'est le métier, bien qu'en général c'est le cas. Ici, l'utilisateur, c'est aussi le gestionnaire de la centrale. Donc j'ai pris du temps avec les clients pour les former, leur montrer l'installation, son fonctionnement et aussi ses dangers. Donc vraiment, je répète, la zone alimentation onduleur, c'est zéro protection, donc ça veut dire toujours prendre le temps de couper le courant où c'est nécessaire, si on doit intervenir, éventuellement des gants isolés si on n'a pas le choix de devoir bosser en sous-tension. Voilà, ici on est dans un local technique réservé à des techniciens. Un petit élément de sécurité qui concerne cette zone justement qui est non protégée électriquement, c'est comme c'est possible, je mets, alors c'est des petits bouts de fil de cuivre dénudés que je mets ici pour bloquer l'ouverture. L'idée c'est de mettre des petites entraves pour que ça ne s'ouvre pas trop facilement. C'est-à-dire, si vraiment il y a besoin d'ouvrir, c'est une personne qui va le faire en conscience parce que justement il y a ces petits éléments qui vont bloquer l'ouverture. Je ne vais pas mettre des scellés comme EDF, c'est pas mon boulot, les gens sont propriétaires chez eux de leur installation.
Au niveau des petits mots que j'écris, donc évidemment, hein, arrivée le module régulateur, les parafoudres, régulateurs. Important, les petites signalisations, attention câble courant continu sous tension, parce que les modules, a priori, ils ne s'arrêtent pas. Donc toujours, si vous devez intervenir, prenez des précautions à ce niveau-là. L'idée de noter aussi, alors là par exemple j'ai mis régulateur de charge, convertisseur chargeur, coupure générale. L'idée de mettre tous ces petits mots sur les éléments, c'est pour parler le même langage avec l'utilisateur. Souvent les 2-3 premiers mois, les gens me rappellent, me disent ah, David, à quoi ça correspond, qu'est-ce que je peux faire avec ça, ou tiens j'ai un voyant qui s'est allumé, à quoi ça sert. L'idée c'est que quand il y a un truc quand ils ont une question, quand l'utilisateur a une question, il lui suffit de lire ce qui est écrit. Moi, je sais à quoi ça correspond. Parce qu'en plus, dans mes dossiers, toujours, alors là, je m'adresse un peu à des professionnels qui le font pour les autres, j'ai plein de photos techniques dans le dossier du client, de manière à pouvoir communiquer avec l'utilisateur de manière fluide. Alors qu'il n'y ait pas qu'ils me disent « Ah, la grosse boîte grise !» Non, non. Le boîtier où c'est marqué « Protection et sectionnement convertisseur », c'est cette boîte-là. Une chose aussi par rapport à la signalétique, normalement on met l'objet et éventuellement des instructions. Là j'ai mis l'instruction en premier, couper le disjoncteur général et arrêter le convertisseur avant ouverture, parce que c'est ce qu'il faut faire. L'idée c'est par rapport au Dr Strange qui avait commencé à faire une formule et en fait il fallait pas et les instructions de sécurité étaient après. Donc là je les ai mis avant. En complément de tous ces petits éléments de signalétique qu'il y a dans le local, je vais envoyer au client un schéma qu'il pourra afficher et qui correspondra à ce qu'il voit. Parce que les schémas électriques souvent sont techniques, sont prévus sont théoriques si j'ose dire. Là l'idée c'est de faire un schéma électrique qui correspond exactement à ce que l'utilisateur peut voir en vrai, dans le même ordre, avec des flèches et tout ça, de manière à ce que ce soit pareil, facile à comprendre et facile à appréhender pour l'utilisation. Donc le tableau de répartition de la maison, donc, qui est positionné ici, donc sa position est définitive, mais son aménagement non. Ce qui par contre est définitif a priori, c'est là, ici j'ai mis une coupure générale pour la partie bâtie, parce que le local technique est à peu près à 25 mètres. Parafoudre, l'idée hein, c'est comme on a une distance entre les deux, je ne prends pas de risque, je mets un parafoudre. Ensuite on a installé de manière provisoire donc un disjoncteur, un interrupteur différentiel et une série de disjoncteurs pour que le client puisse d'ores et déjà utiliser de l'énergie le temps de son chantier, avec ici 2 prises de démarrage. Je pense qu'à terme l'une des prises pourra être conservée, il y a un petit appareil qui peut être utilisé, qu'on vient mettre ici, c'est une petite lampe de poche qui vient sur la prise du tableau électrique et qui sert de lampe de sécurité. C'est-à-dire si vous avez une coupure de courant, bon ici en autonomie a priori les coupures sont plus volontaires qu'involontaires, mais on ne sait jamais. Une surcharge fait que l'onduleur coupe par exemple. Cette petite lampe de sécurité s'allume automatiquement au niveau du tableau électrique et on peut s'en servir pour gérer. En face du tableau électrique, j'ai mis le moniteur batterie. Alors c'est un petit peu moins pratique pour l'installation de la contrôle quand on fait le montage de l'installation, mais par contre sur le quotidien c'est plus cohérent de l'avoir mis ici. Les utilisateurs ils peuvent voir dans leur quotidien, puisqu'ici ce sera la cuisine, le niveau de charge de leur batterie, la tension, est-ce que c'est en train de charger, par exemple il y a du soleil, les batteries ne chargeraient pas, il y aurait un souci, voilà, ça pourrait dire tiens il y a un problème au niveau de la production des modules. Le moniteur d'énergie, en général je le mets dans un endroit où on y a facilement accès, donc un couloir, la buanderie, enfin un lieu où on passe régulièrement, mais qui ne soit pas trop visible en permanence. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. C'est un outil de gestion, c'est pas quelque chose qui doit vous empêcher d'exister et d'utiliser sereinement votre installation. Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre plus sur le plan technique de cette installation, je vous invite à devenir YouTube Member. À partir du niveau technicien, je vous prépare un dossier technique spécifique où vous aurez les plans de l'installation, tous les éléments avec les références, le dimensionnement qui a été fait originellement, quelques photos d'illustrations supplémentaires et peut-être un petit élément de bêtisier que je ne peux pas me permettre de mettre en public.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, merci d'y mettre un pouce en l'air. C'est à moi que ça fait plaisir et pas à l'algorithme. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook où je poste régulièrement des petits éléments ou des moments sur les chantiers pendant que je les réalise. Si vous voulez parler technique par rapport à vos projets, je vous invite à rejoindre le Discord de Technidici. Et Technidici, c'est aussi une autre chaîne YouTube où je mets des astuces sur les chantiers ou des petites brèves techniques qui me semblent intéressantes de vous partager. Je précise que j'ai réalisé ce chantier avec les clients Michel et Agnès, que je tiens à féliciter publiquement de la qualité de leurs prestations. Pourquoi j'ai pas un prompteur? Ils ont préparé avant pour que je puisse faire une mise en œuvre facile. Allez. Putain, c'est chiant ça. Là, j'ai un texte. Ah là là, vivement que j'ai mon prompteur. Mon boule. J'ai froid. 4 degrés pour les vidéos. J'ai un rendez-vous après moi. Pour le local technique, bonjour et bienvenue sur Energici. J'enregistre ce plan en premier en vrai. Pour la prod, franchement l'autofocus il gère quoi. Faut arrêter de dire Panasonic. Ah oui. Non, parce qu'en vrai j'ai les mains gelées. Donc voilà. Pouvoir avoir l'information, mais il ne faut pas que ce soit l'information qui en permanence vous dit de penser à moi, pense à moi. Désolé, hein, je joue avec l'autofocus. Vive Panasonic.